Bonsoir et merci d'avoir fait le chemin par ce temps jusqu'ici. Bravo déjà, ça c'est plutôt courageux. Alors, comment vous présentez cet écrivain belge de langue française qui est à mes côtés ce soir? Parce que finalement, entre les romans, les essais, les nouvelles, les poèmes, les scénarios de BD, je crois bien qu'il n'y a que les haïkus auxquels il ne s'est pas encore essayé. Je ne sais pas si je vais lui donner des idées. J'ai eu envie de m'amuser un petit peu avec quelques-uns de ces titres. Alors ce soir, le professeur des scénarios va nous dire comment organiser la fuite de l'Éden. Pour cela, à ciel ouvert, il nous fera pénétrer dans le cercle des îles et il nous entraînera dans les Atlantides. Et c'est peut-être là qu'on découvrira le testament belge. Et si la foudre tombe sur nous, perdu pour perdu, on apprendra à parler avec les dieux. Mais la voyante aux yeux verts ne nous prédit pas un tel destin, elle nous voit plutôt comme lui, libre comme Robinson. Et c'est donc en toute liberté, ce soir, qu'il va tenter de répondre à cette question. Être ou ne pas être un écrivain belge? Luc Delis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. D'abord, je vais vérifier parce que j'ai l'habitude qu'on me dise après coup, c'était bien, mais tu ne parlais absolument pas dans le micro. Est-ce que là, ça va? Bon, très bien. Le titre que j'ai proposé, Être ou ne pas être un écrivain belge, est la réponse à une pré-demande ou une demande que m'avait fait Delphine Fraissinet de parler du rapport d'un écrivain avec la belgitude. Et tout de suite, je me suis dit, ça, il est certain que je ne vais pas le faire, pour deux raisons. La première, c'est que cette notion de belgitude, je pense que, si je peux le dire brutalement, elle est un peu pourrie. Je crois me souvenir qu'elle a été inventée peut-être par Pierre Mertens ou des gens comme ça, sous le modèle de négritude, pour définir un rapport malheureux, ambigu, douloureux entre repentance et résilience et conscience malheureuse, pour dire un certain état de la littérature ou de l'écriture en Belgique émise par des auteurs au moins de nationalité belge. Donc je ne voyais pas trop ce que j'en faisais, surtout que la résilience n'est pas mon fort. C'est-à-dire que je ne descends jamais assez bas pour avoir besoin de me résilier. La repentance non plus, parce que je pense que d'une certaine manière, on finit non pas par être parfait ou sans défaut, loin de là, Dieu sait, mais par marcher sur le fil invisible de sa propre ligne, de son propre fil d'or, de sa propre ligne dorée. Et on se trompe, on tombe de moins en moins. C'est peut-être ça, prendre la maturité, je ne dis pas vieillir, c'est savoir, d'entre les 1000 possibilités qui s'offrent à nous, dans les comportements, dans les rapports aux autres, dans sa propre pratique de l'écriture ou de la vie ou d'un métier autre, on finit par savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait que la marge de manœuvre, même dans les catégories du bien et du mal, devient beaucoup plus étroite, mais ce n'est pas une réduction de la liberté ou de la joie d'exister, ça devient une sorte de protocole d'existence, d'éthique pour travailler. C'est pour ça que la dimension critique, pénible, un peu amère, que je ressens derrière le terme belgitude ne me plaisait pas, et j'en ai proposé un autre que Delphine Fraissinet vous avez très bien fait. À accepter. Moi, j'aime bien ce côté Hamlet aussi, ouais, être ou ne pas être, il n'y a pas de problème. Et qui me permettait aussi d'aller vers quelque chose qui n'était pas de dire la Belgique ou la non-Belgique, mais de dire une certaine ambivalence. Et c'est peut-être, parce que vous entendez, c'est pas un titre très mystérieux, être ou ne pas être un écrivain belge, mais vous entendez un petit peu ce déhanchement, être ou ne pas être, une sorte de déséquilibre compensé qui fait songer à la marche, qui elle-même, à la marche à pied, je veux dire, à l'ambulation du corps, qui lui-même est un déséquilibre compensé entre deux réalités qui sont que je suis un écrivain français, évidemment, parce que j'écris en français, que je n'ai pas d'autre langue et pas d'autre corps que le français,
et à la fois que j'ai avec ce pays des réflexes, des conditions et des souvenirs d'appartenance qui fait que ce n'est pas un pays comme un autre, qu'à la fois je ressens que ce n'est peut-être pas, et je parlerai tout à l'heure du sentiment d'exil, tout à fait le mien, comme une adhésion complète, et à la fois que par rapport à ce pays, j'ai évidemment une relation privilégiée et en quelque sorte totale. Et c'est dans ce déhanchement entre je suis, en tant que j'écris, un écrivain français, ou si vous préférez, on y reviendra, un écrivain en français, et tout mon corps est en français. Et je suis à la fois quelqu'un qui a à voir fondamentalement avec la Belgique. Alors on pourrait, sur base de cette déclaration d'intention, on pourrait partir dans des tas de directions. Et j'ai non pas préparé quelque chose à vous dire comme un discours cohérent, mais une sorte de roue, de rose des vents, où en fonction de la direction, je verrai apparaître des territoires que je souhaitais évoquer avec vous. Donc je vous remercie beaucoup d'être là, de m'accueillir et de me permettre au fond de réfléchir sur quelque chose qui me concerne et que je tiens un peu à distance parce que je pense que j'avais un ami, vous allez voir, je suis à l'aise dans l'ouverture de parenthèses à l'intérieur de la parenthèse. J'avais un ami philosophe âgé, qui s'appelait Henri Van Leer, je ne sais pas si ce nom dit quelque chose à la personne, qui était très vif, très joyeux, avec qui je m'entendais bien, à qui j'allais rendre visite de temps en temps. Et un jour, lui, il était dans l'écriture philosophique et moi dans la littérature. Et un jour, je lui ai dit... tu sais, pour être écrivain, il faut être un peu bête. Et j'ai vu à son air d'approbation très fine, comme ça, avec son grand front de penseur penché, qu'il approuvait. Je ne sais pas s'il approuvait ma bêtise personnelle ou juste cette idée qu'il fallait... Mais un peu bête ne veut pas dire, évidemment, qu'on est bête dans toutes les circonstances de la vie. Ça veut dire un peu bête par rapport à l'acte d'écrire. Je pense que l'acte d'écrire est une action, n'est pas du tout une pensée, une préparation, un projet, etc. Il peut y avoir ça dans les marges, mais c'est un rapport direct avec cette nécessité de dire le monde autrement qu'il est pour qu'il devienne juste. Il y a le passage de l'expérience sensible à la possibilité d'en faire état ou de s'en servir pour écrire quelque chose. C'est une transsubstantiation, c'est une sorte d'alchimie. Il faut que ça disparaisse pour réapparaître autrement. On ne peut pas surveiller le mouvement de sa pensée pendant qu'on écrit. Elle jaillit et au fond, on ne sait jamais si on a pensé ce qu'on écrit ou si on découvre en lisant mentalement au fur et à mesure qu'on avance ce qui vient d'être dit. Et cette espèce de... qui n'a rien à voir avec l'inconscience, cette espèce de refus de l'extrême réflexion sur quelque chose qui est un acte, je crois que c'est très important. Parce que vous allez vous en rendre compte, ce dont on va parler finalement ici, c'est d'un sujet plus important encore que être ou ne pas être un écrivain belge, mais qui est directement associé, c'est la littérature. Notre réunion, la maison même, l'annonce même d'une maison qui s'appelle de la Francité, l'invitation de Delphine Fraissinet de la Maison de la Francité, tout ça porte sur un sujet apparent. Êtes-vous écrivain belge, êtes-vous pas écrivain belge? J'y répondrai, car il ne faut jamais refuser de se mettre devant son propre miroir déformant. Mais derrière ça, il y a évidemment la raison d'être de tout ça, qui est la littérature, ou si vous préférez, la réinvention du réel pour que le réel apparaisse autrement. Autrement, c'est-à-dire juste, mais juste décalé pour qu'une sorte de réglage rétinien de la réalité apparaisse. Tout à l'heure, Delphine disait, je l'appelle Delphine comme si c'était une de mes 12 meilleures camarades, mais je la rencontre ce soir avec plaisir pour la première fois. Delphine disait tout à l'heure des activités multiples, poésie, roman, essais et d'autres choses. C'est vrai, si on veut des catégories, dans les bibliothèques, dans les librairies, il y a des catégories, le rayon essai, le rayon... Mais en réalité, pour moi, cette distinction, et je ne dis pas qu'elle est inexistante, mais elle est moins active et vérificatrice que on pourrait le croire à première vue. D'une certaine manière, il n'y a pas
plusieurs façons pour moi d'aborder l'écriture, le moment qui précède immédiatement l'acte d'écrire, hein, cette espèce de sensation dont je ne peux pas trouver de meilleure analogie que de parler d'une zone érogène. Vous savez, les zones érogènes du corps, c'est les parties du corps qui sont particulièrement sensibles aux émotions sensuelles, disons pour faire court, et plus on s'en rapproche, plus la main, plus le corps, plus le sexe s'en rapproche, plus les sensations sont fortes et, dans le meilleur des cas, désirables. Il en va de même pour ce moment qui précède immédiatement l'acte d'écrire, ou la séance d'écriture, si on veut. C'est avant même que les mots soient dits, que l'injonction ou l'accomplissement d'une phrase, d'un paragraphe soit trouvé. Quelque chose dit, c'est là, ça vient, on se rapproche, oui, je suis dans la bonne direction, dans le bon sens. Et il m'arrive le matin, j'aime bien partir avec ces instruments légers dont on dispose maintenant et qui s'appellent presque plus des ordinateurs, mais des espèces de prolongations de la main, comme ça. J'aime bien partir, aller l'été dans un spa, l'hiver dans un café pour m'installer. Et il m'arrive de ne pas savoir, juste avant que ça commence, que j'ai ouvert un nouveau fichier encore vierge, par exemple, si ce sera le chapitre du roman en cours, ou un poème qui va venir, ou une réflexion qui prendra cours dans un essai, parce que la distinction de moi à moi n'est pas déterminante. Après, il faudra bien un jour que le livre raconte une histoire, il sera plutôt un roman, ou réfléchisse sur le sens de la liberté, il sera plutôt un essai, ou dise cette espèce de captation sans narration, tout en émotion et en impression, en image, qu'on appelle la poésie. Il faudra bien qu'à un moment, ça se définisse et ça se détermine, mais ça, c'est presque après, ou en tout cas, quand l'acte est déjà engagé. Tout d'abord, il y a cette indécision qui est une sorte d'adhésion totale à quelque chose en moi, a besoin, pour exister, d'écrire. Alors, d'écrire comment? D'écrire quoi? D'écrire dans quelle langue? Et d'écrire par rapport à quelle citoyenneté? Ce sont des questions très intéressantes pour lesquelles il faut que, puisque j'ai décidé de tout déballer comme ça vient, hein, sans réfléchir, je réfléchirai après dans le tram du retour en me disant mon Dieu, il est clair que je suis quelqu'un qui, à l'origine à l'enfance, était plongé dans la Belgique et que plus tard, quand je me suis éloigné, parfois pendant longtemps, de la Belgique, j'ai habité d'autres pays, j'ai habité la France, j'en ai même acquis la nationalité française, ce qui d'ailleurs crée aussi ce être ou n'être pas. Hein. Formellement, je suis un écrivain belge puisque je puise dans le vivier, on y reviendra, du pays natal, et en même temps, je ne vote pas ici, mais dans le pays voisin. Donc il y a cet élément-là qui est déterminant pour moi. J'ai l'impression, au fond, que la Belgique ne met pas du tout belgitude, puisque je suis libre par rapport à elle. Hein. Je suis en tant que... c'est pas tout à fait... Ce n'est évidemment pas un pays étranger pour moi, ça va sans dire, mais ce n'est pas tout à fait mon pays non plus. Je veux dire, mon appartenance, mon réacteur central, c'est quelque chose entre les deux. C'est quelque chose que tout le monde éprouve quand on revient dans une ville où on a été, une ville ou un pays où on a été longtemps, et puis qu'on a quitté, et puis qu'on retrouve. Hein. Tout, instantanément, on reconnaît tout, et pourtant, il y a ce léger décalage qui est le temps, hein, qui fait que c'est ça qui peut-être n'a pas changé ou a peu changé, mais c'est aussi le regard, l'esprit, le point de vue qui lui a changé, parce que 10 ans, 20 ans sont passés et on reconnaît les choses autrement. Et c'est aussi une sorte d'activation littéraire que de sentir, maintenant, avec ma captation d'aujourd'hui, je vais dire les choses de toujours ou les choses d'alors. Donc parfois, de mois à mois, en tout cas, je me dis, c'est très simple, je suis un écrivain français qui a, avec la Belgique, un rapport si nécessaire et ancien que forcément ce déséquilibre de la marge où je parlais entre être et ne pas être est mon moteur même. S'ajoute à ça, évidemment, par la suite, des petits avatars. J'ai longtemps habité en France, j'habite à nouveau à Bruxelles.
J'ai longtemps dit oui, la Belgique, je m'en souviens bien, c'est un pays charmant, je l'ai bien connu. Et puis maintenant, j'y suis lié, mais un grand nombre de mes éditeurs sont en Belgique et je suis même devenu membre de l'Académie royale de Belgique en tant qu'écrivain belge, non pas en tant que... Donc finalement, m'éloigner trop de ce sujet serait me mentir aussi. Je dois assumer les deux choses, être et ne pas être un écrivain belge. Les raisons pour lesquelles, historiquement, je n'ai pas le sentiment que le mot belgitude pourrait me concerner, ni même que je suis un écrivain belge, c'est d'abord un réflexe. Quand je reçois des informations, des invitations, lisez-vous le belge, ou etc., je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je dis, lisez-vous le belge. Je peux lire un auteur dont j'apprends ou dont je sais qu'il est belge, mais je ne le lis pas parce qu'il est belge, je le lis en principe parce qu'il m'intéresse, ou s'il fallait choisir pour leur nationalité les auteurs, il est probable que la réponse serait en gros non. Après ça, il y a d'heureuses rencontres. Mais plus fondamentalement, comment devient-on écrivain ? Moi, c'est pour ça que je disais, il y a des éléments autobiographiques involontaires dans ce que je dis. J'ai grandi en Flandre belge. C'est-à-dire que très vite, il y a eu une dichotomie entre ma langue, on parlait français à la maison, mes amis, etc., et la langue ambiante qui était le flamand. Donc je pense que vers 10 ans, de manière non formulée, non radicale, je me suis dit, quelque chose me dit, il faut choisir entre ton pays et ta langue, et le choix était vite fait, j'ai choisi ma langue, et d'une certaine manière, ce choix est peut-être, sans que je m'en rendisse compte à l'époque, celui qui m'a fait écrivain, avec tout le décalage du temps, de l'espace, des circonstances. Mais il y a quand même quelque chose, outre cette anecdote, il y a quelque chose de plus important, c'est que je crois que les raisons pour lesquelles on devient écrivain, je dis, pas auteur, pas quelqu'un qui de temps en temps produit un texte, mais quelqu'un qui, au fond, n'a que ça comme boussole, n'a que ça comme corps, n'a que ça pour exister, ne parvient même pas très bien à imaginer ce que serait une vie où la transmutation littéraire ne serait pas au centre de l'expérience sensible. Il ne devient pas écrivain à cause de ce qu'il a vécu. Je pense que, pour le dire très simplement, il devient écrivain parce qu'il a lu. Je pense que tout écrivain est un lecteur. Je crois que l'expérience déterminante qui mène par les chemins étroits et escarpés et douloureux à l'acte d'écrire soi-même, de faire des livres, etc., c'est le choc de certaines lectures qui révèlent quelque chose qui n'est dit nulle part, qui est qu'il y a des réalités qui sont plus grandes que nous, qui sont plus grandes que le quotidien. Il y a des réalités qui appartiennent à une sorte d'expérience de la vie, du langage, de la force, de la vision, qui font rêver d'un monde où réellement tous les êtres humains seraient accomplis, d'un monde où ce prototype imparfait qu'on appelle l'être humain ou l'espèce humaine serait plus parfait. Mais ça veut dire aussi que très vite, j'ai distingué, encore une fois sans me le dire, les lectures de circonstances, les lectures de plaisir, les lectures de divertissement, les lectures d'information, pour savoir ce que raconte le monde, l'actualité, et les lectures décisives, disons, pour le dire simplement, les classiques. Qu'est-ce que c'est un classique ? Ce n'est pas ceux qui sont forcément répertoriés comme classiques, quoique, et ça ne se limite pas au siècle de Louis XIV, ça va sans dire, mais c'est des auteurs qui ont tout, qui ont une grande langue, à la fois transparente et construite et inventive, et qui, même après plusieurs siècles, sont toujours suffisamment transparentes et inventives pour que l'on puisse les lire sans appareil de notes. Pour moi, c'est un des aspects du classicisme. C'est des auteurs qui ont une vision transcendante de la réalité et qui, ayant vécu entièrement dans leur époque, disent toutes les époques à travers leur expérience. Et c'est des auteurs qui donnent l'impression
qu'ils sont supérieurs à tous les... supérieurs naturellement, pas par arrogance, mais par ce qu'il faut bien appeler les moments de génie à l'intérieur d'une œuvre, qui apportent en tout cas une dimension émotionnelle et intellectuelle plus forte que ce qu'on éprouve même quand on rencontre des gens merveilleux dans la vie quotidienne. Et donc, je pense encore aujourd'hui que je ne tiens compte que des chefs-d'œuvre. Je lis évidemment bien d'autres choses que des chefs-d'œuvre. Et quand je prends le train et que j'achète au Relais H un roman policier ou hasard, je ne m'attends pas et je ne cherche pas un chef-d'œuvre, mais au fond, je suis construit par la rencontre avec des auteurs merveilleux. Et je ne crois pas qu'ils m'ont influencé formellement, mais ils m'ont donné le rêve qu'il y avait cette aventure que j'appelle la littérature et qui n'est pas la production de textes ou l'édition de livres, tout ça, qui est l'expérience de l'Éden racontée, ramenée avec des mots. Alors, qui sont ces auteurs classiques qui m'ont construit, hein, de Montaigne à Pascal, à Saint-Simon, à Chateaubriand, à Proust et quelques autres. Ce sont des auteurs que je fréquente en esprit, même quand je ne pense pas à eux. Ça m'arrive de me dire que dirait Proust ou que dirait Stendhal par rapport à cette situation, mais plus généralement, ils m'autorisent à espérer qu'il y a une réponse à tout, que le caractère grumeleux et opaque du monde peut devenir transparent et devenir visible jusque dans ses lointains extérieurs. Il crée une sorte de stimulation, de joie qui n'est pas de l'ordre du divertissement ou d'un moment de coupure avec la réalité. Ça aussi, bien sûr, parce que quand on lit, on n'est nulle part, on est plongé dans une sorte de continuum qui n'est ni la conscience du présent, ni le déchiffrage des lettres une à une, qui est une espèce de tableau mobile. C'est très difficile d'expliquer ce que c'est la lecture, hein, parce que si on est dehors, on ne lit pas, et si on est dedans, on ne voit plus les lettres. Donc il y a quelque chose là entre les deux qui se passe comme un mécanisme de captation ou d'auto-hypnotisme qui est fascinant. Et moi, j'ai constaté que dans une vie qui a compté des choses de l'ordre de l'aventure, finalement, ces choses, ces voyages, ces rencontres, ces amours déchirantes, ces blessures, ces maladies que, comme la plupart des gens, tous sans doute, j'ai connues, n'ont pas été, ne m'ont servi à rien. J'aurais jamais bougé, j'aurais jamais été amoureux, j'aurais jamais fréquenté le danger. Ça aurait changé sans doute ma constitution, certains réflexes, etc. Mais je pense que ça n'aurait pas eu de grand pouvoir sur l'écriture ou sur l'envie d'écrire. Je pense que l'expérience d'un écrivain, c'est la lecture et qui peu à peu devient chez lui la possibilité de transformer ce qu'on appelle expérience en quelque chose qui n'est plus expérience, mais qui est une sorte de prosodie. Ouais, ça a l'air assez plat de dire ça, mais je crois que la prosodie, hein, au sens plus large, pas seulement la métrique d'un vers régulier, mais le souffle de la parole, les modulations de fréquence des phrases, la sensation, même physique, de ce que peut faire une virgule au coin d'une phrase comme un crochet qui s'enfonce dans le ventre, le déploiement de certains adverbes qui donnent l'impression que les poumons se dilatent ou se rétrécissent, etc. Et peu à peu, on ne sait plus si on est en train de dire quelque chose ou si on est en train de respirer sa langue. Je crois que ces éléments-là sont fondamentaux. Et je me dis souvent que ces exemples que je vous donnais, la maladie, l'amour, la guerre, l'exil, hein, et c'est peut-être qu'une seule chose, hein, tout ça, ce sont peut-être des variantes d'une expérience sensible assez voisine. Hein. Entre l'amour et l'exil, il y a ressemblance. Entre la maladie et la guerre, il y a des affinités. Je veux dire, le corps souffrant, le désespoir qui s'empare à l'intérieur même de l'espoir qui s'empare de nous. Ce sont évidemment des expériences qui sont utiles, mais qui ne peuvent rien sur ce que j'appelle la prosodie du monde, la respiration du texte ou de l'écriture. Quelquefois,
je me dis, au fond, c'est très simple. Il y a quelqu'un qui a formulé, il y a 2 siècles et demi, c'était Rivarol, une phrase qui a beaucoup servi. « Ma patrie, c'est la langue française ». Je pense, cette phrase est charmante, mais je pense qu'elle ne convient pas, qu'elle n'est pas vraie. On ne peut pas habiter une langue, on n'habite pas une langue, c'est pas un pays, une langue, c'est pas un territoire. Par contre, j'aurais tendance à dire mon corps, c'est la langue française. Mon corps, au sens large, je sais bien que j'ai un corps de grande brute belge et que ce n'est pas exactement en détermination d'ADN que ça se manifeste. Mais ce fait que écrire pour moi, ce soit une certaine façon d'éprouver, de ressentir et de restituer physiquement. Je sens à quel point, quand j'ai écrit, j'ai mal à la gorge, par exemple, comme si j'avais trop parlé, alors que je n'ai pas eu conscience de prononcer des mots à voix basse, mais que le corps a travaillé pour produire le texte et que ça a été hanté, greffé directement sur ce souffle-là, qui est un souffle de restitution. Ça, je l'ai souvent senti. Alors là-dedans, la Belgique, pour moi, très clairement, c'est mon vivier. C'est mon vivier natal, c'est-à-dire l'espace où se forme la sensibilité et où se forment les souvenirs et peut-être se constitue le mouvement même de la mémoire. Parce que quoi que ce soit dont je me souvienne, et le souvenir, la mémoire, c'est l'instrument d'écriture, évidemment, c'est un instrument d'écriture. On puise dans sa mémoire, on écrit avec sa mémoire, on n'écrit pas avec le temps présent figé, on écrit avec le souvenir en mouvement, vrai ou faux, qui s'installe et qui se réinstalle pour dire les choses. D'ailleurs, sans mémoire, on ne se souviendrait pas à la fin de la phrase, du début de la phrase, d'ailleurs on ne se souviendrait même pas des mots. Donc forcément, la mémoire, elle est active, et plus elle est active, plus elle maintient le flux sur la durée et crée du temps, de la temporalité. Tous ces éléments, les premières odeurs, les premières phrases, le sentiment de la présence des parents, l'odeur des greniers et des caves, les fougères, la tête ronde des paysans sortis de Permet que je croisais quand j'ai commencé à me promener en tenant ma maman par la main. Tout ça, évidemment, a quelque chose si naturellement greffé sur l'expérience de mes commencements, donc sur l'expérience de la Belgique, que j'ai parfois l'impression que certes pour moi la Belgique existe, mais plutôt la Belgique du passé. Et quand je dis la Belgique du passé, je ne veux pas dire que je serais nostalgique de la Belgique des années 80, absolument pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est la Belgique en tant qu'elle a constitué mon corps et mon appareil de captation du monde, plus que ce que je penserais, par exemple, d'un café se trouvant au centre-ville et où j'irai aujourd'hui, quoi. Ça peut servir éventuellement comme indicateur, mais c'est pas ça. La Belgique, c'est la constitution de mon corps et mon esprit. Et donc, il y a aussi le fait que j'ai 2 voix intérieures, 2 voix off. Hein. Il y a la voix off, je dirais, lettrée, la voix off littéraire, la voix off française, que je ressens en moi quand je me promène, et que parfois ça se déclenche et que tout d'un coup, je sens que les phrases viennent et je m'arrête dans un café, je prends un carton vous savez ce qu'on appelle un sous-boc, hein, où une fois sur 2, il y a une publicité derrière, zut, et une fois sur 2, il n'y en a pas, et on peut prendre des notes, et alors je reviens avec mes cartons, hein. Je redemande, monsieur, alors que je prends un café, j'arrête pas de consommer des cartons de bière, et je bois pas la bière en même temps, et je me dis, ça, c'est le résultat de mon corps en mouvement qui est produit justement par cette sensibilité. Mais ce qui m'a frappé aussi, puisque j'ai vécu au moins la moitié de ma vie en Belgique et une autre moitié de la vie hors de Belgique, c'est que ma présence physique en Belgique ne joue aucun rôle là-dedans. Je veux dire, la voix off, la captation du monde, la sensation, les associations d'idées, que je sois à Louvain où j'ai grandi, ou que, d'ailleurs c'est une façon de parler parce que je n'y suis jamais retourné, ou à Bruxelles où j'ai beaucoup vécu, ou à Reims où je vis une partie du temps, ou ailleurs, ça ne change strictement rien. Je suis
à la fois, je vous disais tout à l'heure, je suis un écrivain en français, avec un tiret entrant en français, je veux dire constitutivement, et à la fois, je suis quelqu'un qui emporte son scaphandre autonome, issu de la Belgique et de l'expérience de la Belgique, partout. Ici et partout, je suis un écrivain français, pensais-je, et ici et partout, je suis quelqu'un qui est constitué belge et qui, d'une certaine manière, je ne me retrouve pas ma Belgique dans le fait que j'aurais du goût pour les belgicides. Je déteste ça. Je veux dire, quand je lis un Simenon et que je vois il tirait son plan, je me dis oh non, et tout d'un coup, le commissaire Maigret disparaît au profit de quelque chose qui... Bon, mais c'est pas par des détails comme ça, c'est pas en disant tirer son plan ou je sais pas, un torchon au lieu d'une serviette ou ce genre de choses que j'appartiens à ça, ni même par mon goût très vif pour les tomates crevettes ou pour les croquettes de crevettes. C'est peut-être pas parce que on est totalement constitué, non pas mentalement, mais sensiblement par son enfance et les circonstances de ses premiers émois, et que cela, que je le veuille ou non, et je le veux tout à fait, m'amène à ressentir parfois, en me promenant dans un paysage en France principalement, tout d'un coup d'entendre, comme le chant alterné, d'autres choses qui seraient liées aux campagnes de mon enfance, au Brabant flamand, enfin à des souvenirs, soit sensibles. Vous avez remarqué que jadis, et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui il ne fait pas très chaud, jadis il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une forme de réchauffement climatique, mais je me souviens d'entrer en classe primaire avec des gens qui pleuraient de froid avec leurs mains, des engelures sur leurs mains, etc. Je me souviens qu'enfant, dans un endroit à Évorlé qui s'appelle, pour ceux qui connaissent ça, l'abbaye du Parc, il y avait des espèces de douves, c'était pas vraiment des douves, mais disons des bandeaux autour de cette abbaye du Parc, et qu'elle gelait, et qu'on se lançait, et qu'on faisait des glissades, et qu'il n'y avait pas moyen de casser cette glace, même en donnant des coups de talon, tant la glace était dure. C'est ce durcissement de la glace, ce froid que j'appelle édénique parce qu'il renvoie à l'expérience et à la découverte et à l'incorporation du monde, je le porte avec moi, je veux dire. Au fond, en caricaturant un petit peu, on pourrait dire que j'ai un esprit français et un corps belge. Et corps ne voulant pas dire uniquement le physique, mais la captation du monde, et esprit ne voulant pas dire uniquement la pensée, mais aussi une certaine sensibilité philosophique, politique, émotionnelle, sociologique, à une forme de civilisation qui existe ou qui n'existe pas, mais qui est présente entièrement dans les auteurs classiques, notamment ceux dont je vous parlais tout à l'heure, et que j'aime et qui m'ont formé. Hein. Au fond, j'ai lu beaucoup de livres, comme sans doute, je vois bien que pour la plupart vous êtes des grands lecteurs, mais j'ai toujours fait, sans que ce soit aussi présent et aussi rationnel que ça, j'ai toujours fait une distinction subliminale entre les lectures qui allaient m'amuser et le choc. Je me disais tout d'un coup, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il ou elle, c'était souvent des hommes, parce que les classiques, c'est presque toujours des hommes, il dit la chose que je n'espérais pas qui puisse être dite ni par moi ni par un autre. Il y a ça, par exemple, chez Proust. On se trompe sur Proust en général. Je veux dire, il n'est pas un auteur de ressassement de la pensée, de l'intimité et tout ça. Il est celui qui trouve toujours le sens, que ce soit d'une sensation, d'une odeur, d'un sentiment, d'une lecture, etc., qui tourne non pas en rond, mais en cercle concentrique pour cerner toujours plus près le point P qui dit le plus juste possible de quelque chose, qui peut être l'odeur des cabinets ou la raison pour laquelle Albertine a arrêté sa phrase en plein milieu d'un mot. Et
cette espèce de Sherlock Holmes de la poésie qu'il y a chez Proust. Ça ne se limite pas à ça. Il y a aussi un grand humoriste chez lui, peut-être un des esprits les plus drôles qui soit, quand on est entré dans les circonstances parfois émotionnellement tragiques de Proust, et puis qu'on voit certaines scènes avec le baron de Charlus, etc., qui sont hilarants. On se souvient qu'il renvoie à la diversité de notre propre expérience. Il suffit d'avoir vu, par exemple, d'avoir été à un enterrement où quelqu'un qui était réellement aimé par ceux qui assistent à l'enterrement, pas les assistances d'enterrement ou de funérailles de convenance, qui vraiment, en voyant le corps de celui ou de celle qu'on aimait être incinéré ou s'enfoncer dans la tombe, il y a un déchirement. C'est donc vrai, c'est pour toujours. Et puis, 10 minutes après, sans que le vin ait forcément circulé, l'endroit où on va se réchauffer, parce que la plupart des gens meurent l'hiver, et donc on est toujours content d'aller dans la salle ou la réunion, etc. On entend d'abord sur le mode mineur, comme des instruments qui s'accordent peu à peu. Oui, il était comme ceci, ou elle était comme ça, etc. Et puis, 10 minutes après, on entend, quand on est naïf, avec surprise, quand on est vivant, avec joie, on entend que le souffle de la vie, à travers l'humour, à travers les plaisanteries, à travers la remémoration des moments joyeux d'une vie humaine, font entendre parfois c'est rire, parfois c'est fou rire, parfois c'est glapissements, c'est des espèces de coups de violon un peu désaccordés qui traversent le son plus funèbre de l'orgue. On entend que Proust, c'est la diversité absolue de l'esprit humain. Au fond, si je devais dire, supposons que je meurs, que Dieu existe, et qu'il me dise qu'est-ce que tu retiens de ton, je dirais peu de choses, mais je dirais sans doute le nom de quelques femmes, peut-être quelques voyages, mais je dirais Proust. Je dirais, est-ce que la vie valait la peine sur cette foutue planète d'être vécue? Il y a du pour et du contre, mais il y a Proust. Et pour moi, Proust, c'est une... Je ne suis pas là pour parler de Proust, et arrêtez-le, sinon il va parler de Proust, mais pour moi, lire Proust, c'est une expérience poétique. C'est pas une expérience romanesque. C'est à peine un roman. C'est une expérience poétique. C'est cette façon, tout d'un coup, de passer du mystère de l'âme, de la nuit, des conduites amoureuses, des odeurs, des sensations, sans parler de la Madeleine, à l'extrême visibilité, l'extrême vision de la chose trouvée. C'est une œuvre dont le but est de traverser le mystère pour en dire le sens. Proust n'aime pas le mystère, il aime la vérité derrière le mystère. Et comme il est omnivalent, il ne croit pas que les sujets doivent être nobles. Il parle des conduites sordides ou des odeurs bizarres, exactement comme il parle de ce qui fait la nature d'une œuvre d'art, etc. Toujours avec cette autorisation que donne un auteur comme Proust, ou Shakespeare, bien sûr, cette autorisation d'être divers dans la vérité et dans la joie de la vérité, parce que c'est des lectures joyeuses, c'est pas des lectures mélancoliques. Ça fait penser aussi à ce récit que Cocteau fait de ses visites chez Proust. Quand Proust, vous savez, les 10 dernières années de sa vie, il était surtout couché, il écrivait couché, et il recevait des gens par le truchement de sa gouvernante. Il les recevait au lit en disant « Cher ami, excusez-moi, je ne peux pas me lever, j'ai failli mourir 3 fois cette nuit. » Bon. Et alors, raconte Cocteau, il lisait des extraits de ce qu'il était en train d'écrire. Il était environné de papier, et il se mettait à rire. Puis il sanglotait de rire, et puis il s'arrêtait en disant « je ne lis plus, c'est trop bête ». Et ce Proust glapissant de rire en lisant des choses, alors que tant de gens qui ont failli lire Proust, parce qu'il y a plus de gens qui ont failli lire Proust que ceux qui ont vraiment lu, croient que c'est ennuyeux et profond, alors que c'est extrêmement rapide, et que l'ennui est justement ce qui est interdit. D'ailleurs, à propos des contre-vérités, il y a un autre témoin de la vie de Proust qui s'appelle Paul Morand, et qui raconte que
dans un témoignage des années 60, donc Proust est mort depuis 40 ans, lui il l'a bien connu, on disait que on imagine Proust quelqu'un de languissant, d'un peu efféminé, tout ça. C'était absolument pas Proust. Proust était très viril, vous regardez en face avec beaucoup de force, etc. Et d'ailleurs, je me souviens, dit Morand, un jour pendant la guerre, on sort du Ritz, c'est un hôtel, place Vendôme, et il n'y avait qu'un seul taxi, évidemment, c'est la guerre. Il n'y avait qu'un seul taxi. Proust me salue et monte dans le taxi. Hein, et il y a un Américain qui entre dans le taxi par l'autre portière. Alors, dit Morand, Proust, qui était un grand malade, qui ne tenait pas très bien sur ses jambes, à ma grande surprise, il a flanqué son poing dans la figure d'Américain. Et donc, cette idée de Proust glapissandrie en disant c'est trop bête ce que je dis, et flanquant son poing dans la figure d'un Américain en 1917 dans un taxi à Place Vendôme, ben, je trouve que non seulement ça renouvelle un petit peu le discours plat sur un auteur, mais ça fait surgir aussi comment faut-il lire les classiques. Il faut les lire comme s'ils étaient vivants. Il faut les lire dans des éditions courantes. Il ne faut pas les lire en Pléiade avec un appareil de notes et des signets. On a la chance d'avoir une langue qui n'a pas beaucoup bougé, en tout cas la langue écrite, depuis le siècle classique. Donc on peut lire Diderot comme si c'était d'hier et Proust aussi, ou d'autres. Et on commence à voir que c'est écrit par des gens vivants et que donc, en les lisant, ils sont vivants. En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti que la lecture des classiques était une sorte d'exhumation du tombeau de Toutankhamon. J'ai toujours pensé que c'était retrouver la vie, que l'image serait plutôt le plafond de la Sixtine, la connexion de celui qui a été avec celui qui lit, et l'électricité circule à nouveau totalement. Est-ce qu'on s'éloigne de la question d'être ou ne pas être un écrivain belge? D'une part, est-ce que les 45 minutes on a 5 minutes? Oui. Donc c'est ce qu'on appelle la phase d'atterrissage. J'atterris. Ou la remontée par palier, vous qui avez fait beaucoup de plongées. Ouais. Voilà. Il y a 1000 façons de terminer. D'abord, avec le flonflon habituel. J'étais très heureux d'être ici pour avoir l'occasion de dire des choses qui m'étaient jamais venues et maintenant, je me rends compte à quel point c'est important. Je le ferai pas. Je pourrais le faire. Je crois même que je pourrais le faire assez bien, mais je vais pas le faire. Il y aurait la question tout d'un coup, le type qui avait l'air cool de ça, on se rend compte en fait c'est quand même quelqu'un qui ne se prend pas pour la petite bière, il se renverse en arrière, il rejette sa supposée longue chevelure, en fait, qui n'est ni longue ni très abondante, mais soit, et il dit, moi, quand je crée, ce qui m'importe beaucoup, c'est de témoigner du temps. Je ne le ferai pas non plus, d'ailleurs je trouve ça ridicule. Il y aurait éventuellement une solution à laquelle je pense, et peut-être que, mais c'est une solution qui reste une jambe en l'air, parce que c'est pas une conclusion, c'est, puisqu'on a parlé de transmutation poétique, c'est de vous lire un poème. Un poème récent, parce que c'est un livre qui sort, ça s'appelle Tarmac. Et qu'est-ce que c'est Tarmac? C'est un livre de poèmes, pas un recueil, un livre construit de poèmes. Il y a 50 poèmes, il y en a 25. Le mot tarmac, aéroport, parle de l'aller-retour. 25 qui se réfèrent à New York et qui sont 25 poèmes new-yorkais ou passent sans que ce soit descriptif, parce que c'est jamais descriptif, quand même un peu l'odeur de la mer, Greenwich Village, Lexington Avenue, des choses comme ça. Et 25 poèmes qui sont les 25 poèmes du retour et qui portent, eux, non pas sur New York, mais sur la terre natale. Oh, la terre natale, tout écrivain français que je sois, elle n'est pas à Paris ou à Bordeaux, elle est à peu près ici, dans les alentours exacts. Le point, la ligne la plus droite qui me mènerait à la clinique Sainte-Élisabeth où tout a commencé pour moi n'est pas si longue et on pourrait la faire à pied en pas beaucoup plus d'une heure. Quand j'ai écrit ces poèmes l'année dernière, j'ai essayé de restituer quelque chose de pas si simple que ça, c'est les impressions non rationalisées qu'on éprouve quand on remet les pieds dans un pays qu'on a quitté là.
mon séjour new-yorkais n'était pas si long, mais il renvoyait à des absences plus longues et à une double absence. Le fait que, concrètement, je n'avais pas habité la Belgique pendant plus de 20 ans, mais plus fondamentalement encore, que j'avais toujours éprouvé, et éprouve encore, un sentiment d'exil. C'est-à-dire de sentir que je n'étais... Il n'y avait aucun endroit au monde où je pouvais dire « ici, c'est vraiment chez moi ». Je suis né à Bruxelles, mais je suis parti au bout d'une semaine parce que mes parents habitaient dans la région de Louvain. Mais je ne pense ni Bruxelles, dont je n'ai même pas eu le temps d'avoir un appareil visuel suffisamment développé pour voir l'intérieur de la clinique Sainte-Élisabeth, ni Louvain, qui était une ville universitaire objectivement bilingue, mais qui ne signifiait pas grand-chose pour moi, ni Paris où j'ai beaucoup vécu et que j'ai beaucoup aimé, ni d'autres endroits, Genève, Brighton, où j'ai pu circuler un certain nombre de temps. Jamais je n'y pense en disant ça c'est chez moi. Ou si malade, voulant finir mes jours, je voulais retourner à mon vivier originel. Il n'y a pas de vivier originel. Il est fluctuant, il est un peu partout. Il est un peu dans les livres, il est un peu dans des odeurs, mais il n'est pas dans un lieu géographique précis. Et donc, c'est ça que la deuxième partie de ce livre de poèmes, Tarmac, raconte. C'est qu'est-ce qu'on éprouve quand on remet les pieds dans, en gros, quand même, sa terre natale, et plus précisément à Bruxelles, et que à la fois on reconnaît et qu'on ne reconnaît pas. Que c'est tout à fait ça, on peut dire la rue à gauche et la rue Messidor, mais en même temps, il y a entre la réalité et soi un écran transparent, bien sûr, on voit tout, mais en termes émotionnels, il y a une sorte de capitonnage. Et je trouve intéressant, l'exil n'est pas un thème dont il faut abuser, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment exilés dans leur chair, dans le sang. Moi, c'est plutôt une sorte de décalage un peu douloureux, et pas tout à fait douloureux en même temps, un peu stimulant aussi, que j'éprouve par rapport à la réalité du monde. Et donc je voulais peut-être vous lire un poème pris au hasard dans les 25 du retour à la terre natale. Et puis au dernier moment, je me suis dit je vais pas le prendre au hasard, parce qu'évidemment j'ai que dans le tram pour venir, surtout qu'il est resté longtemps bloqué chaussée de Charleroi, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui allait nous arriver tous ici. Je me suis dit je vais lire un poème qui est en même temps un hommage. J'ai eu un ami que j'aimais beaucoup, que vous connaissez le nom, parce qu'il était aussi journaliste, qui s'appelait Jacques de Decker. Et un jour après, là, on se voyait, quand j'étais à Bruxelles, on se voyait souvent dans un endroit, place Van der Kinderen, qui s'appelle l'Atelier. Et 2 jours après que je l'avais vu, j'avais passé un long moment dans un café avec lui pour parler. Il avait un esprit très ingénieux et c'est intéressant à beaucoup de choses et rebondissant, un plaisir d'échange intellectuel, amical, etc. Tout ça. Et 2 jours après, 1 jour et demi, le téléphone a sonné et il était mort. Et tout de suite après, il est mort, disons, du Covid ou des circonstances du Covid. Et tout de suite après, il y a eu les cafés fermés, l'espèce de confinement, etc. Et puis quand j'ai voulu après, quand le confinement s'est levé, quand j'ai voulu après revenir dans ce café, le café était fermé. Comme si il n'avait servi ce café que pour abriter mon amitié avec Jacques de Decker, et puis qu'on démontait puisque la fête était finie. Et je trouvais que ça faisait partie de du sentiment des retrouvailles décalées. Et peut-être, il n'y a pas de bonne façon de finir. Peut-être que c'est une façon de finir en vous lisant ce poème sur lequel j'ai mis un signet, qui s'appelle donc, comme le café dont il était question, l'Atelier. Vous verrez aussi, par la bande, que ce n'est pas des poèmes narratifs, c'est des poèmes allusifs, mais pas allusifs à quelque chose que je serais seul à connaître, mais allusifs à ce sentiment de captation du monde diffus, tout en impression, en images, et rien pour l'unifier par un récit. Le récit appartient à chacun. Pluie serrée sur la nuque, on s'engouffrait dans les feuillages.
flamme de tramway sur le bout des doigts, ça souffle, cette mémoire longue, ce fil tendu à la limite du regard. La preuve existe que la mort est une fable. L'intérieur du café baigne dans le radium, paravent de l'été, cimetière frémissant, avec l'ouverture des nuages. Matin glacé, le ciel est fermé aux nuances, la pianiste dort, le clavier se pavane, le signal a fonctionné pour rien. Le mendiant, qui s'appuie à deux mains sur le vide, se reflète dans la vitrine sans teint, au milieu des dépouilles de la rue. La rouille sur la table où m'attendait le scaphandrier solaire émet son morse minuscule qui résiste encore à la nuit. Je n'ai plus besoin du néant, le navire a cessé d'émettre, coupé ses machines, ouvert les vannes et gît au fond de l'océan. Le camion d'ammoniac s'enfonce dans l'ombre, le trottoir a du mal à se recomposer, la présence disperse le chant des oiseaux, le palan qui s'attarde porte le glaive de l'amitié. Voilà, je reconnais que c'est une fin un peu abrupte, mais si vous êtes d'accord, on peut finir comme ça, mais je m'en vais pas. S'il y a des questions, je suis là pour y répondre. Non, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Luc. Voilà, je vous laisse voir. Attendant, donc alors, être ou ne pas être un écrivain belge, moi ce que je comprends quand même, c'est que même si on n'est finalement pas d'un pays, on est quand même en quelque sorte d'une langue, puisqu'on est d'une émotion, d'une palette d'émotions, d'une palette de sentiments. Et c'est bien par la langue qu'on les exprime, ces émotions. Et ces sentiments qu'on choisit, en tout cas, de le faire. Voilà, mais ça résume bien la question. Au fond, le vivier de ma mémoire, il est alimenté par la Belgique ou par l'expérience belge, notamment de mon enfance. Et la langue, elle ne vient pas de la Belgique. Je pense qu'elle vient... évidemment, j'ai appris le français en Belgique et par mes parents belges, ça va sans dire. Mais elle vient quand même plutôt d'autre part, de cette grandeur que j'appelle les classiques. Et je ne leur donne pas une signification sanctifiée, sacralisée. Mais quand même, il y a quelque chose de ça. Encore aujourd'hui, si je rouvre les provinciales de Pascal, tout d'un coup, j'ai une sorte de souffle coupé. Et donc, ça aussi, ça existe. C'est pas uniquement la guerre, la laideur, la bêtise. Il y a ça. Et je me souviens d'une phrase merveilleuse de Simone Weil. Simone Weil, la philosophe, pas l'ancienne ministre, qui dit quelque part dans ses cahiers, les racines de l'homme, au sens d'être humain, les racines de l'homme sont en haut. Je trouve cette phrase, quand je l'ai lue, m'a ébloui. Et au fond, ce que me donnent les classiques, c'est l'idée dont je suis indigne, dont nous sommes tous indignes, mais qui est merveilleusement stimulante, que nos racines sont en haut, qu'elles nous tirent vers plus grand que nous. C'est aussi quelque chose que j'attends de la littérature, comme lecteur et comme, si possible, en tirant de moi quelque chose, comme écrivain, c'est d'étirer vers le haut, quoi. Je veux dire, ça m'intéresse pas la boue dont nous sommes faits. Vous avez remarqué quand on dit « Ah, ça c'est bien, c'est tellement humain d'avoir fait ça, etc. » Ça veut toujours dire que c'est une saloperie. C'est tellement humain d'avoir trahi, d'avoir menti, Mais quelquefois, j'aimerais bien pouvoir dire, et c'est l'idée transversale comme donnent les classiques, c'est un peu divin d'avoir fait ça. Je continue à croire, malgré l'expérience du contraire, qu'il y a une part de divinité inexploitée et je ne l'entends pas au sens religieux, je l'entends au sens spirituel. Les classiques, et même les classiques qui ne croient pas en Dieu, bien sûr, me donnent ça. Alors c'est vrai que quand on lit la fuite de l'Éden, vous expliquez bien que lire vous a sauvé, vous y consacrez chez l'une de vos grand-mères, mais 15 heures par jour, c'est vrai. Lire vous a sauvé, écrire vous a libéré. Vous l'avez ressenti à quel moment quand vous avez respiré? Je suis pas sûr que l'écriture libère. C'est un foutu métier. D'abord, c'est pas un métier, ça rapporte rien. Vous savez, un livre qui se vend 20 euros, on retire la TVA et puis vous en avez 10%. Ça fait du genre, 1,50 €. Brut. Donc, je fais une petite parenthèse, mais c'est pour rappeler que même si vous mettez un an pour écrire un livre et que vous en vendez 1000, ce qui n'est pas si mal, 2000, proportionnellement,
ça fait pas 100 euros net par mois. Hein. Donc, il n'y a pas tant d'écrivains, en tout cas en Belgique, qui vendent 2000 exemplaires ou davantage. Donc, c'est pas un métier. Il y a une relation au commerce, à la fabrication, à la librairie, tout ça. Mais c'est pas un métier. Et ça ne doit pas l'être, finalement, puisque c'est une sorte d'ascèse. Mais dans un ascèse, il y a la partie joyeuse, heureuse, hein, surtout à la fin d'une journée de travail. J'ai fait ça, ou le matin, quand on se relit, on dit bah, ça va, je tiens le fil, je ne l'ai pas lâché. Et si je continue à tirer, ni trop vite, ni trop lentement, il ne cassera pas, je ramènerai toute la pelote à moi. Mais dire que ça libère. Non, mais c'est une question. Oui, je sais pas. Ça, franchement, et je le dis pas pour avoir l'air d'un auteur douloureux, mais ça enchaîne aussi. Hein, je veux dire. Ça aliène. Je sais pas si ça aliène, parce que aliène, ça implique quelque chose de mental, mais ça enchaîne. D'abord, ça enchaîne matériellement. Écrire, il y a toujours un moment. Et ces moments sont fréquents où l'été, tout le monde est dans la piscine et vous, volets fermés, vous essayez d'écrire pour résister à l'appel de la plage ou de banc. Mais au-delà de ces circonstances-là, c'est, je veux dire, n'est jamais tranquille. Hein. Il n'y a pas de moment où ça finit. Ça parle tout le temps. Je veux dire, il faut capter, ça parle tout le temps. Y a pas l'inspiration, selon moi, ça n'existe pas. Je veux dire, on ouvre ses vannes et ça vient ou ça sort, je sais pas. Bon. Mais il n'y a pas de possibilité, sauf une explosion du cerveau ou la mort. Il n'y a pas de possibilité que ça s'arrête. D'ailleurs, c'est une des difficultés parce que le souffle, le flux plutôt passe tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que tout mérite d'être écrit. Je veux dire, il y a un système de tri. Je veux dire, il y a vous cherchez vous cherchez l'éléphant blanc et passe des troupeaux d'éléphants noirs et tout d'un coup l'éléphant blanc n'est pas plus petit, n'est pas plus grand qu'une souris et c'est lui qu'il faut capturer. Hein. Donc, je n'ai pas le sentiment que ça aliène du tout, mais j'ai pas l'impression que c'est une liberté. C'est un pacte avec soi-même. Hein. Tu ne seras jamais tout à fait tranquille, mais si tu as de la chance, de temps en autre, tu feras de belles choses. Alors justement, cette discipline, comment elle s'exprime chez vous? Vous écrivez, vous avez des rituels comme ça d'écriture? Vous écrivez tôt le matin, 2 heures, 3 heures? C'est pas des rituels, mais c'est plutôt le matin. Mais c'est pour des raisons qui ne sont pas de rituel. C'est peut-être purement organique. Moi, je suis en train le matin, je me réveille, je suis en train. Et le soir, le moment est venu d'être bête, de boire un coup, de se laisser aller, de regarder une série à la télé, tout ça. Du point de vue du travail actif, le soir et la nuit. C'est très romantique, travailler la nuit dans le fracas du vent, tout ça, mais c'est pas moi. Moi, je préfère le matin tôt, enfin tôt. Disons 8h, midi, à 11h30, je commence à avoir faim, et la faim, coupant mes racines d'en haut et réactivant mes racines d'en bas, annonce que on va passer à autre chose. Voilà, donc c'est plutôt au matin, mais c'est pas... Ouais. J'aime bien quand vous employez le mot d'organique, parce que c'est vrai que quand on vous lit, alors je n'ai pas tout lu de vous, j'ai lu quelques œuvres que vous avez faites. Je cherchais mes mots. Voilà. Je trouve. Faut être prudent. Avec Oui, non, mais oui, parce que c'est très difficile. Mais je trouve que vous avez une écriture effectivement très organique, très brute, très à l'os. Elle est sans fioriture et en même temps, elle est poétique. Elle est belle. Moi, il y a des moments. Alors, elle me fait penser à un flamand qui s'exprimait lui aussi en français, à Brel. La chanson « Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne », j'avais le rouge au front, le savon à la main. Et moi, quand je vous lis, c'est ce que je ressens, cette même approche très organique, épurée, sans concession, sans vouloir magnifier quelque chose, mais sans non plus diminuer les choses que vous écrivez. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais... Vous exprimez très bien. Maintenant, j'ai l'air de répondre à côté, mais j'essaye que pas. J'ai constaté quelque chose. Quand je ne me bride pas, quand je ne fais pas attention, je suis plus fleuri à l'oral qu'à l'écrit.
par exemple, j'ai constaté que je dois faire très gaffe pour ne pas utiliser des subjonctifs imparfaits. Ils me viennent naturellement. Mais jamais quand j'écris, je n'utilise de subjonctifs imparfaits. Il y a quelque chose de pédant et d'un peu inefficace dans un subjonctif imparfait, en tout cas, surtout dans un roman ou dans une fiction, dans un texte littéraire, dans un discours à la limite. Tandis que à l'oral, et même chose pour le vocabulaire, il y a des mots un peu spécialisés que je connais, que je peux utiliser, mais que je ne mettrai pas dans un texte parce qu'ils formeraient des grumeaux. Il nuirait à la fluidité, au rendu émotionnel tendu et continu qu'on essaie d'obtenir. Ça serait comme une scorie, quoi. Ça serait pas fluide, pas limpide. Donc, je veux dire, c'est aussi peut-être à ça que pensait mon ami philosophe en m'approuvant quand je disais que pour écrire, il faut être un peu bête. C'est pas la pure bêtise gâteuse, c'est une certaine façon de ne pas puiser trop dans le dispositif intellectuel et de puiser plutôt dans le dispositif, on va pas dire organique, mais disons émotionnel et intuitif. Donc finalement, un petit peu comme quand on est enfant et qu'on n'a pas de filtre. Ouais, non. Franchement, je m'apprêtais à dire oui parce que j'aime bien dire oui, mais je crois pas que c'est comme un enfant parce que justement on a des filtres. On filtre aussi l'enfance quand on écrit. On n'est pas un enfant qui filtre le monde adulte, on est un adulte plus ou moins qui filtre l'enfance, c'est-à-dire qui essaye avec le tamis de son écriture de garder les trouvailles de l'enfance sans conserver l'effarement de l'enfance. Parce que il y a quelque chose d'effaré dans l'enfant. Effaré ne veut pas dire transi de peur, mais veut dire toujours soupçonnant qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Ayant l'impression qu'il y a, enfin moi en tout cas j'avais cette impression très vive qu'il y avait quelque chose à trouver, quelque chose que tout le monde savait sauf moi, qu'on me disait pas et que j'espérais savoir un jour. Et puis en grandissant, on comprend que le secret c'est qu'il n'y a pas de secret, mais n'empêche, il faut tout un parcours pour arriver à ça. C'est un peu comme pour la sexualité, quoi. Quand on a toutes les informations sur la sexualité, qu'on a vu des planches anatomiques, des photos, etc., et qu'on n'a aucune pratique de la sexualité, on a l'impression qu'il y a un mystère en plus, quelque chose que les autres qui l'ont fait savent et que nous on ne sait pas. Et puis le moment venu, quand on ne se dit pas c'était donc ça, mais quand même un petit peu, on comprend qu'il n'y avait rien d'autre que les émotions évidemment, mais rien d'autre que ce qui était évident, que le secret en plus n'existait pas, que le secret c'était qu'il n'y avait pas de secret. Et ça, un enfant ne le sait pas, et il faut garder les trouvailles de l'enfance avec un esprit d'adulte, je crois. Ça pourrait être en tout cas si c'est pas vrai ou c'est pas vrai pour moi, en tout cas ça pourrait être une ambition. Moi, je voudrais savoir, Luc, comment vous entretenez votre mémoire, qui est vraiment indispensable pour l'écriture, alors que vous n'êtes ni dans la nostalgie, ni dans la résilience. Mais je suis dans l'admiration déjà. L'admiration des grands livres que j'ai lus. J'ai parlé de Proust, et rassurez-vous, je ne vais plus vous en parler, mais c'est clair que je connais pas, inutile de dire que je ne connais pas les 3000 pages de la recherche du temps perdu par cœur, mais je peux circuler totalement dans la recherche du temps perdu. C'est-à-dire, si je me promène et que je dis, ça commence, longtemps, je me suis levé de bonne heure, couché de bonne heure, etc., je peux, et après, il y a Combray, et après, la première rencontre avec, et je peux retraverser narrativement, mais c'est pas une question de narration, c'est une question d'émotion de la mémoire, tout le livre jusqu'à dans le temps de la 3000e page. Ça, c'est une chose, mais j'aime me souvenir de... et d'ailleurs, c'est un phénomène que nous, on connaît tous. Les souvenirs heureux, ou en tout cas agréables, ou en tout cas stimulants, sont plus présents que les souvenirs malheureux. Et ça se tasse plus vite pour les chagrins que pour les bonheurs, me semble-t-il. Et donc, moi, parfois, j'essaie de faire des plongées. Il y a un livre d'ailleurs que vous avez cité tout à l'heure qui s'appelle Les Atlantides, l'Atlantide au pluriel, et qui repose sur une série de plongées. C'est notamment, c'est pas que ça, mais c'est notamment quelqu'un qui récupère un album de famille en le rachetant à une sœur insupportable, et pour avoir les photos,
Et les photos constituent des viseurs. Il voit une photo représentant, c'est pas le cas, mais disons, la cuisine de sa grand-mère avec un coin de poêle en faïence. Et il plonge mentalement dedans pour peu à peu reconstituer l'espace tout entier, la voix de sa grand-mère, l'odeur de la cuisine, les sons qui pouvaient sortir d'un transistor, etc. Dans des plongées spatio-temporelles à travers une image qui est un déclencheur. Et ça, je le fais moins systématiquement que mon personnage dans le livre, mais c'est quelque chose que je fais volontiés. Et donc, c'est à cette mémoire-là. Ouais. Et là, puis, justement, comme là, ça, je vous coupe. Ouais, Bon, non, voilà, justement. Ouais, allez-y. Je me demandais, là, à l'instant, il y a quoi qui revient comme odeur, comme sensation de l'enfance? Aucune, parce que je suis trop dans le présent avec vous et un peu stressé parce que dans quoi on se lance quand on commence à parler de ça sous un regard sévère et critique que je ressens peser sur moi. Mais disons que la dernière chose dont on peut se souvenir, c'est vraiment intuitif. C'est pas inconscient, c'est pas involontaire, mais c'est intuitif. C'est ce qu'on pourrait appeler le procédé d'association d'idées. Un mot fait penser à une chose fait penser à une personne fait penser à un paysage fait penser à une maison, et comme ça on reconstitue la chaîne. Parce que les souvenirs, en tout cas les souvenirs qui peuvent donner l'impression qu'on tient une matière narrative ou poétique, c'est pas des souvenirs immobiles, c'est pas des images fixes, c'est des mouvements, c'est des déroulements, c'est comme un tapis qu'on déroule pour voir tout le dessin, jusqu'à un moment on arrive au bord et aux franges. Donc c'est intéressant aussi pour savoir jusqu'où l'association d'idées va nous mener. Pourquoi quelqu'un qui a dit « ouais, il fait froid », 30 secondes après, il ne sera plus là, il n'y aura plus personne, il n'y aura plus de tram, il n'y aura plus de maison, et on est éventuellement, pour prendre mon exemple, 40 ans en arrière dans la cuisine de sa grand-mère. Ça, et quand on refait la chaîne alors mentalement et qu'on revoit par où on est passé, on se dit là, c'est un fil solide, il servira ou il ne servira pas pour l'écriture, mais pour l'émotion de l'écriture, en tout cas, il servira. Alors, qui veut tirer un autre fil dans l'assistance sévère et critique? Une question pour Luc, qui en a une. Allez-y. Olivier va vous amener un micro. Allez-y, oui. Bonsoir, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la nationalité française? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, quel est votre sentiment par rapport à Émile Verhaeren? Voilà. Ce qui m'a amené à acquérir la nationalité française, c'est juste que j'ai vécu longtemps en France et qu'au bout d'un moment, je l'ai acquise automatiquement par mariage. Et sinon, je l'aurais acquise sans doute par nationalité, par naturalisation. Et je ne crois pas que c'était encore actif, mais comme j'ai, durant ma période parisienne, j'ai enseigné à la Sorbonne, il y avait une sorte de commodité pour être nommé. Enfin, mais plus intéressant peut-être, pour rebondir sur cette première question, c'est comment j'ai acquis la nationalité belge. Ce qui est peut-être plus paradoxal en apparence, parce que je l'avais de naissance, mais quand j'ai acquis la nationalité française, à l'époque, il n'y avait pas d'accord entre la Belgique et la France, donc j'ai ipso facto perdu la nationalité belge. Ouais. Oui, mais j'y arrive, c'est pas fini, ça c'est le deuxième temps. Et il y a 3 ans, quelqu'un avec qui je parlais me dit, il m'a posé une question analogue, je vais raconter ça. Et ça ne changeait rien, ni au fait que, ni à tout ce que j'ai dit. Je veux dire, la France, la Belgique, le double jeu, le plaisir de cette double appartenance. Il m'a dit, mais tu sais, maintenant, il y a des accords entre la Belgique et la France, tu peux récupérer ta nationalité belge. Je dis, oh, ça va être compliqué. Ça. Non, il faut écrire au procureur du roi. Et donc, j'ai écrit une lettre toute simple au procureur du roi, avec une copie de ma carte d'identité et de mon livret de mariage. J'ai été au service des étrangers de la commune où j'habite, en l'occurrence Uccle, et j'ai trouvé un fonctionnaire caricatural, un fonctionnaire communal caricatural qui m'a dit, enfin, je vais pas imiter son accent, ce serait pas bienvenu, mais enfin, qui m'a dit, on va transmettre, il faut compter 4 mois, et je me suis dit, 4 mois, c'est 4 mois ou l'éternité.
Et 4 mois, jour pour jour, mais vraiment jour pour jour, j'ai reçu un mail en disant félicitations, vous avez acquis la nationalité belge. Parce qu'il n'y a pas de distinction entre le fait de la récupérer et le fait de l'acquérir pour la première fois. Après, je recevais des invitations du bourgmestre. Vous êtes un nouveau Belge, un nouveau citoyen, nous organisons une fête, etc. Et c'est drôle parce qu'en plus, je suis né à Uccle, donc de cette manière, la distance entre... Voilà. Ça, c'est donc... voilà pourquoi j'ai la double nationalité et pourquoi n'en eussé-je qu'une des deux. Ça ne changerait pas grand-chose à cette double appartenance dont j'ai essayé de parler. Pour ce qui est d'Émile Verhaeren, je pense que par le récit des voyageurs et par l'admiration qu'il a suscité chez beaucoup de gens, je pense que c'est un poète important et un grand poète, mais je ne l'ai jamais lu. Voilà. Donc j'ai rien à dire sur Émile Verhaeren. Ouais. Peut-être. Ouais. Mais depuis l'âge de 2 ans et demi, j'ai fréquenté l'enseignement francophone et donc je suis une parfaite belge, on va dire. Je vous en félicite et vous en admire. Émile Verhaeren, c'est quelque chose de fantastique. Quoi. Enfin, je ne sais pas, toi aussi, Claude, tu connais très bien. En plus, belge en général. Enfin. Oui, je ne sais pas, Marie Guevers, Paul Willems et d'autres. Mais je ne voudrais pas que vous retiriez de ce que j'ai dit et de mon éloge des classiques l'idée que je méprise Marie Guevers ou Paul Willems. Paul Willems, par exemple, est un écrivain qui me touche beaucoup, parce que non seulement c'est un bon écrivain, mais il a une dimension poétique dans ses fictions à laquelle je suis très sensible. L'herbe qui tremble ou d'autres livres de ce type-là, entre récits d'enfance, demi-fiction et tout ça, me plaisent beaucoup. Il se trouve que j'ai jamais lu Verhaeren, ou plutôt dans l'anthologie qu'il y avait quand j'étais au lycée, il y avait quelques poèmes de Verhaeren qui ne m'ont ni frappé dans un sens, ni frappé dans l'autre. Ce qui m'a toujours tenu à distance de Verhaeren, on est en train de sortir du sujet, mettons que la conférence est finie et on parle un verre à la main, sauf que c'est un micro à la place du verre. Ce qui m'a toujours tenu éloigné de Émile Verhaeren, c'est sa tête, sa moustache, son lorgnon, cet air et tout ce que je sais sur lui, vous savez, il a été marié à quelqu'un qui s'appelle Marthe. Et il a failli avoir une liaison avec quelqu'un qui s'appelait Maria van Rysselberghe, qui est la la femme du peintre Van Rysselberghe, qui est d'ailleurs un très bon peintre. Et elle raconte ça dans un livre qu'elle a publié 40 ans après, qui s'appelle Il y a 40 ans, Maria van Rysselberghe, et ce ratage... cette espèce de je sais pas, il y a quelque chose d'inconscient. Enfin, je ressentais, je ne parle pas encore une fois de sa poésie, d'à côté de la plaque, d'inconsistant, enfin, qui me plaisait pas, parce que on ne lit pas les gens uniquement pour leur valeur objective. On lit les lectures, c'est comme les poisons. Il y en a qui nous font du bien et qui sont des médicaments, et il y en a qui nous font... il y a des auteurs, ne parlons pas trop de Verhaeren, puisque je le connais, autant dire pas, mais il y a des auteurs dont on ne discute pas un seul instant de leur importance ou leur grandeur, mais simplement qui ne nous touchent pas du tout, quoi. Hein, je veux dire, par exemple, j'aime pas du tout Kafka, alors que j'ai lu tout Kafka et que je trouve que c'est un écrivain de premier ordre. Simplement, tout ce qu'il dit, tout son univers me révulse et me fait du mal. Bon, donc, voilà. Mais ça veut dire il est important de faire la distinction absolue entre ce qu'on pense d'un auteur et ce qu'on ressent d'un auteur, pour ne parler que des auteurs. Mais c'est vrai pour la musique aussi. Je ne peux pas souffrir la musique de Wagner, mais si je devais citer 5 ou 8 noms de compositeurs de premier ordre, il y aurait Wagner dedans. Le fait que j'aime pas Wagner est anecdotique, ne concerne que moi. Le fait que je pense que Wagner c'est important, c'est riche, c'est un fleuve, c'est autre chose. Voilà. Donc les auteurs que j'aime
pas ne sont pas les auteurs que je méprise. J'aime pas Kafka, j'aime pas Céline, que je connais bien et qui a un phrasé extraordinaire. J'aime autant dire pas Flaubert, hein, qui passe pour le monument incontournable de la littérature française, mais ça n'a aucune importance. Je peux les honorer, leur rendre hommage, expliquer ce qu'ils sont, mais les aimer, c'est comme les femmes ou les hommes. Les goûts et les couleurs, ouais, ça se discute voilà, pas. ouais. Et puis il y a Maeterlinck aussi, qui est quand même assez reconnu aussi en France. Oui, bien sûr. Voilà. C'est quand même le seul prix Nobel aussi de littérature. Voilà, exactement. Mais en fait, moi, j'aime surtout Maeterlinck à cause de Debussy. Bon, enfin Okay, bref. merci beaucoup. Merci à vous. Madame avait une question derrière. Bonsoir. Bonsoir. Que serait pour vous un chat GPT belge? Mais je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle et cet avatar très présent qui s'appelle ChatGPT, c'est le résultat d'un dispositif industriel, pas seulement industriel, énorme, hein, dont les sources sont quand même dans la Silicon Valley de près ou de loin et appartiennent au fait que ça dicte tout le système d'Internet, toute la production des processeurs et tout ce qui a précédé, disons, Internet et la communication instantanée intégrale, tout ce qui a précédé le stade supérieur qui est l'intelligence artificielle et cette forme d'intelligence artificielle qui est cet interlocuteur omniscient ou ignorant qui est ChatGPT. Donc il m'est assez difficile, pour imaginer ce que serait un ChatGPT belge, il faudrait imaginer que la Belgique produise l'ensemble du dispositif et qui est une sorte de Silicon Valley belge. Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire l'expérience de ChatGPT et de lui poser des questions dont on a une connaissance suffisante pour savoir par où il touche à des choses exactes et par où c'est n'importe quoi. Les rares expériences que j'ai faites ramenaient énormément de n'importe quoi, mais c'est difficile à savoir si c'est décisif ou pas, parce que après tout, c'est encore semi-expérimental et comme tout ce qui est mis au point augmente en efficacité, c'est un peu comme pour les traducteurs automatiques, etc. Il est possible qu'un jour, ça devienne ce que c'est censé être, mais que ce n'est pas du tout pour le moment, c'est-à-dire une omniscience instantanée totale. Mais je ne sais pas s'il faut le réjouir, parce que derrière ça, il y a quand même un mythe qui nous concerne tous, c'est celui de l'apprenti sorcier. Mettre ça, lancer ça, cette intelligence artificielle qui réglera nos conduites, nos lois, nos mœurs, et pas seulement les horaires d'avion et la transmission d'informations, c'est quand même être apprenti sorcier. Imaginez que ce sera toujours sur le cadre, sous le contrôle, et qu'à un moment donné, ils ne vont pas prendre le pouvoir, c'est faire beaucoup confiance à la chance. Hein. Et après tout, il y a des modèles. Je veux dire, quand je me souviens de ce film d'animation d'Enfantasia, sur base de l'apprenti sorcier, justement, de Paul Dukas, avec Mickey qui anime un ballet et puis il est débordé par les ballets. Vous vous souvenez de ça? C'est à l'image de quelque chose qui... Donc plutôt que de se demander ce que serait un ChatGPT belge, on peut se dire qu'est-ce que nous, belges ou pas belges, mais disons belges ici en l'occurrence, sommes par rapport à cet énorme dispositif qui n'est déjà plus un gadget et qui n'est que la langue avancée d'une prise en main de l'humain par l'inhumain, quoi. C'est déjà, j'y pense chaque fois que je fais une opération simple, je vais sur un site et tout d'un coup, et on dit prouvez que vous n'êtes pas un robot. Et il faut cliquer des garages, etc. Et ce qui est apicédré au premier degré, c'est que c'est un robot qui nous demande à nous
humain de prouver qu'on n'est pas des robots, quoi. Mais un jour, ils se passeront de cette étape-là et il faudra prouver qu'on est un robot pour avoir accès à l'information. Une autre question? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander si, selon vous, un écrivain qui ne lit pas est-il un imposteur? Un écrivain qui ne lit pas. Je ne sais pas si c'est un imposteur. Déjà, c'est un peu difficile à imaginer quelqu'un qui écrirait sans avoir aucun bagage, et donc sans avoir au moins lu. On peut imaginer quelqu'un qui lit de moins en moins et qui, à un moment où il se met à écrire, ne lit plus beaucoup, mais qui ne lit pas du tout, et plus encore qui n'a jamais lu, c'est un peu difficile à imaginer. Ou en tout cas, ça donnerait, ou plutôt c'est malheureusement facile à imaginer, ça donnerait pas grand-chose. Ça donnerait ce qu'on trouve parfois sur les réseaux sociaux, des gens qui ont écrit quelque chose et on n'a pas envie de se moquer, mais on sent bien que c'est pas une simple question de spontanéité, l'écriture. Il faut de la spontanéité, mais il faut autre chose, un bagage. Donc, mais justement, on lit de moins en moins, Luc, donc est-ce qu'il ne faut pas un petit peu s'inquiéter juste après pour les écrivains? Oui, bien sûr. Je veux dire, il y a à la fin dans les années 90, il y avait, je crois que c'était sur Antenne 2, une série d'émissions. Il y en avait beaucoup qui s'appelait Un siècle d'écrivains. Je ne sais pas si certains se souviennent. Faite par un type qui s'appelait Bernard Rapp. Et c'est chaque fois des films de 50 minutes consacrés à des écrivains du XXe siècle. Et si je me souviens bien, il y en avait pas loin de 300. Donc ils ratissaient large. Et c'était souvent très bien fait, parfois de manière très inventive, parfois de manière très convenue et uniquement informative. Et puis, quand on fait un documentaire sur un auteur, plus il y a des photos, des images, des captations, plus c'est facile. Quand c'est des gens qui écrivaient vers 1905, sans guerre de photos, pas du tout de film et tout ça, forcément, c'était... Mais dans l'ensemble, c'était bien et c'était très juste. Je pense effectivement qu'au sens, pas de tout le monde peut écrire, mais au sens écrivain, artiste, ce siècle d'écrivains et d'écrivaines, c'était le XXe siècle, peut-être plus que n'importe quel autre siècle, en quantité, en qualité. Je pense que le grand siècle de la littérature, c'est le XXe siècle, pas le XVIIe ou le XVIIIe, si fort que je les aimasse. Mais, à contrario, on peut se dire que peut-être le XXIe siècle, c'est un siècle de non-écrivains. C'est-à-dire un siècle, ça veut pas dire que plus personne n'écrit, bien sûr, ni qu'il n'y a pas des bons auteurs, bien sûr que non, mais ça veut dire que le rôle de la littérature dans la vie des autres, dans la vie de ceux dont c'est pas le métier, la plupart des gens, diminue, que leur référence à l'existence littéraire, à la réalité littéraire, ou au regard littéraire sur la vie, ou à la culture, disparaît. De même que quand j'étais, disons, gamin ou adolescent, si on allait chez des gens qui étaient médecins, notaires, pharmaciens et tout ça, ils avaient une bibliothèque. Maintenant, si on va des gens qui sont hauts fonctionnaires européens, ils n'en ont pas. Les hommes politiques en Belgique comme en France aimaient se référer à des auteurs, s'enorgueillissaient de bien connaître Flaubert ou qui que ce soit, ou Maupassant. Là, aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y en a pas un seul qui a, de ceux qu'on connaît et qui sont sur le devant de la scène, qui a, sérieusement parlant, lu quelque chose. Ils diraient qu'ils n'ont pas eu le temps, mais c'est pas vrai. On a toujours du temps pour lire. Toujours. C'est absurde. Je veux dire. Sauf si on me prouve que quelqu'un est 24 heures sur 24 sous perfusion, et alors il n'a pas le temps de lire, mais il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le temps de pisser, il est sous perfusion. Mais on a toujours un quart d'heure en se levant, ou un trajet en tram, ou un moment dans la salle d'attente du dentiste. On a toujours, tous les jours, du temps pour lire. Et la mémoire, l'esprit, le désir unifie. Si on lit 8 pages un jour et 17 pages 2 jours après,
si on n'est pas complètement naze, la 9e page qu'on lit 2 jours après se rattache à la 8e. On ne se dit pas, je dois tout recommencer à 0 parce que j'ai déjà oublié les 8 pages. Donc la lecture en discontinu, c'est de la lecture à l'état pur. On n'est pas obligé de tout dévorer d'un seul flux. Donc les gens qui ne lisent pas, et qui sont effectivement nombreux, sont des gens qui ne veulent pas lire parce que l'éloge de la lecture, le sentiment que la lecture, c'est une île au trésor et que n'importe qui, si on lui dit « Ah, sautez l'île là, et voilà le bateau, il y a un coffre enterré dans le sable et il y a des pièces d'or », il va prendre le bateau. Mais il y a des îles au trésor qui sont des livres, qui sont plus renversantes, îles au trésor que quelques doublons dans un vieux coffre de pirate. Et ils n'ont qu'à tendre la main. Il y a des gens qui pleurent pour lisez, et ils n'en veulent pas parce que pour eux, ça n'a aucun caractère magnétique. Le magnétisme, je ne sais pas d'où il vient, mais je pense que c'est un petit peu lié à l'école aussi. Je veux dire. Mais disons, au-delà, au-delà, c'est lié au modèle. Les sociétés lisent, les gens lisent dans les sociétés où le modèle de la lecture, de la culture, de l'appartenance, de la littérature, de la tradition, du ravissement de la beauté des choses, est une valeur mise en avant. Mais ça suppose aussi d'entretenir la mémoire, de croire aux choses, de ne pas appliquer des jugements politiques là où ils n'ont rien à faire. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout si Racine n'était pas gentil et qu'il a battu sa femme. C'est peut-être injuste, je ne suis pas sûr qu'il ait battu sa femme. Je pense qu'il était trop indifférent pour battre qui que ce soit. Si il a écrit ce que nous savons, quoi. Dans l'Orient, désert, quel devint mon ennui. Je demeurai longtemps auprès de Césarée, lieu charmant où mon cœur vous avait adoré. Quand on écrit ça, si on découvre après qu'on a tué sa femme, qu'on l'a enterrée dans son jardin, c'est pas grave. De toute façon, elle serait morte et reste faible. Une autre question ? Oui. Quel est votre plus ancien souvenir de livre de votre famille? Parce que, moi, sans rentrer dans les détails, moi, le livre, je suis né dedans. Et donc, je pense que vous avez sûrement un livre qui est le premier, la pierre angulaire. C'est tout à fait vrai. Mais au fond, les premiers livres sont tributaires de ce qu'il y a chez soi dans ses commencements. Il n'y avait pas grand-chose chez moi. Mes parents n'étaient pas des liseurs. Et donc, le premier livre dont je me souviens, c'est un livre d'un auteur que plus personne ne lit aujourd'hui et sans doute c'est pas dommage parce que c'est pas grave, qui s'appelait Pierre Benoît. Et ce livre s'appelait L'Atlantide. Et le mot Atlantide a toujours gardé. L'histoire est très bien, enfin, c'est une histoire romanesque d'amour impossible avec une reine des Atlantes, etc. Mais le mot Atlantide a toujours eu pour moi une saveur qu'aucun autre mot au monde n'a. Je veux dire, l'Atlantide, c'est presque le mot code de ce que je cherche dans la vie. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Atlantides, en donnant ce nom de code à tout ce qu'on ramène comme des pépites précieuses englouties de sa mémoire, de son passé. Mais ce à quoi mes premières vraies lectures, c'est, je peux vous dire, c'est en quelque sorte une anecdote belge. Une fois par an, j'allais passer 15 jours chez ma grand-mère maternelle à Wavre. Et sa fille, une de ses filles qui vivait là, et d'ailleurs qui faisait plus ou moins office de gouvernante, la pauvre, parce qu'elle ne s'était pas mariée, tenait la bibliothèque paroissiale de Wavre. Et donc, elle avait la clé, et j'allais, c'est à ça que vous faisiez allusion tous les jours, j'allais pendant ces 15 jours, tous les jours, rafler des piles de livres et que je ramenais le lendemain, les ayant tous lus, quoi. Et donc, la bibliothèque de Wavre, la bibliothèque paroissiale de Wavre, qui est elle-même, j'imagine, engloutie dans le plus lointain passé, au fond des gouffres du temps, est un élément
déterminant de ma vie. Si je n'avais pas lu durant ces 15 jours les dizaines et dizaines de livres, tout se serait peut-être passé autrement. Il me semble qu'il y a un doigt levé, je ne sais pas si c'est pour me gronder ou si c'est pour poser une question. Tiens, moi, je me demandais, Luc, parce qu'effectivement, on vient aussi de son enfance. On a vu à quel point elle avait été importante. Écrire des livres pour enfants, c'est quelque chose qui vous a effleuré ou vous dites non, ça, c'est pas pour moi? Ça, c'est pas pour moi. Mais je trouve que le fait qu'il y ait des livres pour enfants, c'est important. Par contre, je suis très réticent pour ce qui concerne les livres pour adolescents. Que à 3 ans, à 4 ans, je sais pas, on lise Oui, des choses, enfin l'équivalent moderne de Oui. Ou même un peu plus tard, le Club des 5 avec ses goûters, ses passages secrets, tout ça. C'est très bien ça. Mais qu'il y ait des livres écrits spécialement pour les adolescents de 13, 14, 15 ans, alors qu'ils ont l'âge de lire des livres coffre île au trésor, ça c'est dommage. Et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai écrit des livres pour adolescents. Je venais de démissionner de l'emploi que j'occupais au Palais des Beaux-Arts, où je dirigeais des publications du Palais des Beaux-Arts, mais c'était un foutoir, le Palais des Beaux-Arts. On est à la fin des années 80. C'était un foutoir incroyable, politisé, un IARA, enfin une drôle de boîte. Le Palais des Beaux-Arts, je ne sais pas si vous savez où est le bâtiment, il regroupe un certain nombre d'institutions, la Société Philharmonique, la Société des Expositions et tout ça, mais il a aussi une existence autonome, le Palais des Beaux-Arts, qui gère les lieux, les rencontres, etc., et qui est donc une sorte d'administration touchant au culturel. Et c'est cette administration-là, touchant au culturel, qui publiait la revue d'art que je dirigeais. Et au bout d'un certain moment, je me suis lassé de ça et des injonctions du palais, en face du palais royal, et toute une série de choses bizarres qui m'ont fait découvrir la Belgique sous l'angle qui n'est pas celui que je préfère. Et donc j'ai démissionné, et j'avais démissionné froidement, mais j'avais pas de point de chute, j'avais pas d'autre boulot, j'avais pas d'autre argent. Et donc j'avais un ami qui m'a dit je viens d'entrer dans telle maison d'édition, je dirige la collection pour la jeunesse, si tu veux, tu peux écrire des livres pour moi. Donc j'ai écrit 5 romans pour adolescents dans la collection Travelling chez Duculot et puis chez Casterman. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai vu des choses, j'ai vu qu'il y avait un réseau, qu'il y avait une entente entre les professeurs et Casterman ou Duculot pour que ces livres soient achetés, etc. Et parfois, je me disais, je suis une ordure, je favorise un système que je qualifie gentiment et sans allusion criminelle de mafieux, entre l'édition, la production de textes spécialement pour les écoles et les achats scolaires, alors qu'ils ont l'âge de lire, même si personnellement j'en suis pas fou, Madame Bovary ou Le Rouge et Noir. Mais bon, il y a d'autres choses. Ça m'amusait de le faire. C'était des romans de genre. J'écrivais des romans policiers pour adolescents, avec des adolescents mobilettes qui découvraient des passages secrets. Donc, d'une certaine manière, ça m'amusait bien, mais je n'étais pas sûr que j'avais le droit de faire ça. Et donc, je l'ai fait, parce que personne n'est tout à fait sans crime sous la conscience. Bon, alors, le temps file. Juste pour terminer, en guise de pirouette, on va revenir aux mots. C'est quoi votre mot préféré et votre expression belge préférée? Ne me dites pas tirer son plan. Pour la sonorité. Franchement, je voudrais finir en beauté et ne pas laisser une impression déplaisante en disant et en plus il est chichiteux. Mais j'aime bien vous mettre sur le fil. Franchement,
ne pratique pas le belgicisme, sauf involontairement, et je ne trouve pas que ça a une saveur particulière. Quand quelqu'un me dit, vous savez, il y a un mot spécieux, hein, quelqu'un m'a dit ça, et qui dit tellement mieux que, ou bisbrouille, c'est tellement mieux que bisbille, tout ça. Ben, c'est mieux bisbrouille que bisbille pour quelqu'un pour qui bisbrouille veut dire quelque chose. Pour moi, c'est mieux bisbille. Donc, je veux dire, je pense que c'est une question, encore une fois, de sensibilité et qu'il n'y a pas de mots qu'on admire de l'extérieur. Mais si je devais, contre mon sentiment, en trouver un quand même, je dirais que j'aime bien, enfin, c'est pas vrai, je mens, hein, mais je dirais que je trouve que attendez, ça va me revenir. Quand on a le pantalon trop court, en France, on dit « il va aux fraises ». Et il va aux fraises, pour dire il a son pantalon. Et en Belgique, on dit « il a de l'eau dans les caves ». Et il me semble que de l'eau dans les caves, c'est vachement bien. Donc, j'en ai trouvé un. Ouais. Et, voilà. Ouais, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc Delis. Merci à vous. Merci. Maison